Bien. Ah, c'est celui-là pour la salle, parfait. Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette première conférence d'une nouvelle série de 3 conférences organisées par Isocel et par le secteur B en particulier. Ce cycle de conférences sera consacré plus spécifiquement à la revalidation et aux spécificités de prise en charge qu'on exerce ici au Val d'Or et au Péry. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre 2 orateurs. Tout d'abord, le docteur Karim Benmouna, qui est notre chef de service de médecine physique ici sur le site du Val d'Or et qui est également chef de service adjoint au CHR de la Citadelle. Et alors ensuite, nous entendrons monsieur Bertrand Olivier, qui est kinésithérapeute et qui exerce chez nous au Val d'Or au service de médecine physique. Je vous souhaite une bonne conférence. Après les exposés, nous aurons un moment pour les questions. Vous pourrez poser votre question. Je la répéterai dans le micro, comme ça les personnes qui sont en distanciel pourront les entendre parce qu'il n'y a pas de micro pour la salle. Et comme ça, on pourra avoir des questions-réponses et un débat. Après les conférences, je vous invite d'ores et déjà, mais je ferai un petit rappel tout à l'heure, au verre de l'amitié qui sera du côté de la cafétéria, donc dans le grand hall d'entrée. Je vous souhaite une bonne conférence. Voilà, merci Haroun et bonsoir à toutes et à tous. Donc, je ne vais pas me représenter, Haroun l'a déjà fait. Je m'appelle Benmouna Karim. Succinctement, je travaille ici depuis maintenant 2021 dans le service de médecine physique et réadaptation. Et alors, dans le cadre du cycle de conférences de cette année, on inaugure avec monsieur Bertrand Olivier et on souhaitait vous parler un petit peu des actualités thérapeutiques en médecine physique et réadaptation fonctionnelle. Alors, au sommaire, une brève introduction avant d'attaquer le sujet des actualités thérapeutiques, où je m'attarderai peut-être un petit peu plus en détail sur la réalité virtuelle et les stimulations transcrâniennes, qui sont 2 domaines dans lesquels, pour le moment, il y a quand même beaucoup d'études scientifiques et on en entend régulièrement parler. Donc, je voulais en parler un petit peu plus ici ce soir. Avant de conclure, et alors à la fin de l'exposé de monsieur Bertrand, on répondra à toutes vos questions. Alors, la médecine physique, une brève définition qui est reprise dans la plupart des congrès ici dernièrement, est une spécialité médicale qui vise à l'amélioration du fonctionnement physique et cognitif des activités et la modification des facteurs personnels et environnementaux. Elle est donc responsable de la prévention, du diagnostic, du traitement et de la réhabilitation des personnes de tous âges subissant des conditions médicales responsables de handicap et de comorbidité. Alors ici, dans l'introduction, je vais vous montrer quelques adaptations qui avaient déjà été mises en place il y a déjà très longtemps, durant l'Antiquité déjà. Et heureusement, il y a eu des progrès depuis lors. On a quand même fait pas mal d'avancées en termes d'appareillage, d'aide à la mobilité et traitements pharmaceutiques. À savoir que la plupart de ces traitements, malheureusement, sont difficiles à étudier parce que la plupart des études, malheureusement, sont réalisées sur des populations assez hétérogènes. Et donc, on n'a pas beaucoup d'évidence sur l'efficacité d'une thérapeutique par rapport à une autre. Et donc, généralement, on essaie de conseiller de mettre en place plusieurs traitements
d'autant plus chez des patients qui vont évoluer au cours du temps et donc chez qui il faudra adapter régulièrement les prises en charge. Alors vous voyez, on a quand même fait des progrès. Déjà en Antiquité, il y avait toute une série d'adaptations qui avaient été envisagées avec notamment ici, on voit sur l'image de gauche une orthèse du premier rayon au niveau du pied qui avait été confectionnée pour une personne qui avait subi une amputation. Alors, il y avait des signes d'usure au niveau de l'orthèse, donc c'était pas uniquement esthétique, c'était vraiment une orthèse qui avait été utilisée par la personne amputée. Et ici, on voit une prothèse articulée qui date du Moyen-Âge. Je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient avec. À mon avis, c'était plus esthétique qu'autre chose. Mais déjà, à cette époque-là, il y avait toute une série d'adaptations et des techniques qui avaient été élaborées. Alors, un petit peu plus récent, ici, au XXe siècle, on voit quand même qu'il y a eu du progrès, que ce soit dans les domaines plus du handicap ou dans ce qui est des activités sportives. Donc, on voit ici à gauche des chaussures de marathoniens et à droite des chaussures médicales qui datent des années 40, qui ne devaient pas spécialement être très confortables, mais ils avaient déjà pensé à cette époque-là à toute une série d'adaptations médicales. Fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on voit l'apparition des premières machines de mécanothérapie. Donc, c'est assez ludique, on pouvait y aller en famille. Bon, je ne sais pas trop si ça avait apporté son bénéfice. Je ne sais pas pour quelle pathologie il bénéficiait de ce type de prise en charge, mais ça avait déjà été envisagé à cette époque-là. Mais ce n'est que ici, au début du XXe siècle, que vraiment la médecine physique et la réadaptation fonctionnelle a pris son ampleur, et notamment, vous vous en doutez, après la Première Guerre mondiale, où on a dû mettre en place toute une série de traitements pour les soldats victimes de blessures ou d'amputations. Alors, je vais parler succinctement de plusieurs actualités thérapeutiques qui ont été fort en vogue ici ces dernières années. On va commencer par les orthèses et les prothèses et appareillages. Donc, il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là, notamment au niveau des types de matériaux qui ont été utilisés pour la confection des différentes orthèses, avec des matériaux qui sont plus légers, plus robustes et qui font volontiers appel à des systèmes électriques pour pouvoir motoriser certains mouvements. La problématique avec ce type d'appareillage, c'est qu'ils sont assez onéreux et qu'il n'y a pas toujours de remboursement prévu par l'INAMI et qui demandent une certaine logistique pour l'installation. Donc ici, on voit par exemple un bras motorisé pour une personne amputée qui peuvent, via des systèmes de détection myoélectrique, générer certains types de mouvements quand le patient contracte certains muscles. Assez célèbre ici dans les années 2000 parce que ça a fait son entrée dans le marché grand public. C'est tout ce qui est impression 3D. Donc, j'en parle ici juste après les appareillages parce que c'est volontairement utilisé par les orthopédistes pour confectionner justement des modèles de pièces sur mesure. Et donc, ils peuvent scanner pour prendre l'exemple d'une personne amputée à un moignon et vraiment confectionner une prothèse sur mesure et l'adapter régulièrement. On peut également envisager toute une série d'adaptations pour les activités de la vie quotidienne, comme certains types de couverts ou certaines adaptations d'aide à la mobilité via les impressions 3D. En électrophysiologie clinique, un petit mot par rapport à toute une série de techniques qui sont développées ici dernièrement, et notamment dans le cadre de l'étude des neuropathies de petites fibres. Donc, c'est un groupe de pathologies qui touche spécifiquement et de manière parfois quasi exclusive les fibres de petit diamètre ou les fibres non myélinisées. Donc ici, dans le service, on fait régulièrement des examens électrophysiologiques par ENMG. Et il faut savoir que la plupart des pathologies, malheureusement, via ces techniques, on ne sait pas explorer ce contingent des petites fibres. Et donc, il y a toute une série de nouvelles techniques qui ont été mises en place. Je ne vais pas spécialement m'attarder dessus, mais qui permettent d'explorer justement ce type de neuropathie.
Alors, j'en viens à l'intelligence artificielle. Donc, on ne va pas rentrer dans des débats éthiques par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais qui est de plus en plus utilisée par le corps médical pour essayer d'aider au diagnostic, mais également pour envisager des traitements plus personnalisés. Notamment dans certaines études clinimétriques et scientifiques, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour tenter d'analyser les différentes données qui sont recueillies notamment par des laboratoires qui étudient la marche ou d'autres types de données cliniques et pour pouvoir proposer des diagnostics plus précis ou des traitements plus adaptés aux patients ou aux différentes pathologies. Alors ici, simplement pour la petite anecdote, la plupart des images que vous voyez dans la présentation ont été générées par intelligence artificielle. Donc ça peut parfois faire un petit peu peur parce que ça prend de plus en plus d'ampleur. Mais bon, voilà, on va pas rentrer dans le débat, mais sachez que c'est d'actualité thérapeutique ici dans la plupart des congrès, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la mesure de toute une série de données. Alors, on fait également des grands progrès en termes d'imagerie et on utilise ici depuis maintenant 1 an un système d'échographie ostéo-articulaire portable sur lequel on sait retransmettre directement les images sur une plateforme de type smartphone ou tablette et qui nous permettent en consultation d'envisager la réalisation d'infiltrations éco-guidées et donc qui sont beaucoup plus précises et qui sont assez rapides d'utilisation et à moindre coût. Alors voilà, ici je vais m'attarder un petit peu plus sur la réalité virtuelle parce que c'est un domaine que je trouve très intéressant. Maintenant, encore une fois, malheureusement, quand on fait des revues de la littérature, du fait que les populations ciblées dans le cadre des différentes études sont assez hétérogènes, on n'a pas vraiment d'évidence scientifique d'une supériorité en termes d'efficacité de l'utilisation de la réalité virtuelle dans la rééducation par rapport à d'autres techniques. Mais on est quand même unanime sur le fait que c'est une technique intéressante et qui, lorsqu'elle est associée à d'autres techniques de rééducation, permet d'apporter des progrès significatifs dans le cadre de la rééducation des patients. Et c'est une technique qui a été surtout étudiée chez les patients cérébro-lésés et notamment sur l'activité et la fonction motrice du membre supérieur. On l'a beaucoup étudié aussi dans différents paramètres de marche, notamment au niveau de la longueur du pas, du rythme et de la vitesse, avec un petit peu moins d'évidence d'efficacité, mais qui a tout de même démontré un certain degré d'efficacité. Et alors, on l'utilise également dans tout ce qui est réadaptation des troubles cognitifs. Et j'ai mis 3 petits points pour le point 4 parce que ici, vu le faible coût de ce type de rééducation, on l'utilise également dans tout un tas d'autres domaines et notamment dans le traitement de la dépression et des syndromes anxio-dépressifs. Alors ici, pour vous mettre une petite, je suis désolé, c'est en anglais, mais je vais le traduire oralement. Donc ici, la Cochrane avait fait une revue de la littérature avec 72 études qui avaient impliqué un peu plus de 2000 patients pris en charge en rééducation après la survenue d'un AVC. Et c'est ce que je vous disais précédemment. Malheureusement, la technique n'a pas démontré d'efficacité supplémentaire par rapport à d'autres techniques de rééducation, mais on avait quand même conclu à son utilité dans le cadre de prise en charge pluridisciplinaire où on pouvait l'associer avec des techniques plus conventionnelles. Donc c'est ici la difficulté avec toutes les actualités thérapeutiques dans le domaine de la revalidation. Il n'y en a pas une qui s'est montrée plus intéressante qu'une autre, mais c'est ce type de prise en charge non invasive qui existe depuis maintenant quand même quelques années, qui a montré quand même son intérêt lorsqu'elle était associée à d'autres types de rééducation plus conventionnels. Alors ici, pour vous montrer 2-3 exemples plus concrets qui nous avaient été transmis par une firme qui était venue nous présenter leur casque de réalité virtuelle, on voit que on peut l'utiliser volontairement ici pour la rééducation des membres supérieurs. Et donc, ça ne demande pas grand-chose en termes de logistique, si ce n'est, vous en doutez, le fait d'avoir le casque de réalité virtuelle avec le logiciel adapté. Et donc ici à gauche, il est utilisé pour une rééducation au niveau du rachis cervical. L'intérêt, c'est qu'on peut après générer des rapports avec des valeurs un peu plus clinimétriques sur la vitesse
de réalisation des exercices, les amplitudes articulaires et autres. Et alors, on voit ici sur la vidéo de droite la personne qui n'utilise qu'une main et qui peut envisager des traitements en thérapie miroir pour des personnes qui seraient amputées ou des personnes hémiplégiques. Deux, trois petits mots sur les stimulations transcrâniennes. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler des différentes techniques de TMS et de TDCS. Ici, je ne parlerai pas trop de la TMS, mais plutôt de la TDCS, qui sont des méthodes non invasives de stimulation cérébrale et qui peuvent être utilisées dans le cadre de la rééducation après la survenue de lésions cérébrales ou chez des patients qui présentent des maladies neurodégénératives et qui consistent en l'application de faibles courants électriques au niveau de zones prédéfinies du cortex cérébral et qui va induire différents effets en fonction des modalités et des différents paramètres qu'on va ordonner à la machine et qui va modifier le potentiel de repos des neurones et entraîner toute une série de changements, notamment au niveau de l'excitabilité et de leur activité fonctionnelle, au niveau du débit sanguin cérébral, de la plasticité synaptique et d'une éventuelle neurogénèse. Alors, c'est un traitement qui est intéressant parce que c'est non invasif et peut être réalisé de manière assez rapide et sans aucun inconfort pour le patient lors des séances. Alors, au niveau des critères de validation, encore une fois, ça représente une approche qui est prometteuse pour la rééducation neurologique, mais elle nécessite encore d'autres études, comme les casques de réalité virtuelle sur des cohortes un peu plus grandes avec des patients et des populations un peu plus homogènes, en essayant de les comparer à d'autres techniques de rééducation, mais ça reste quand même une technique intéressante quand elle est encore une fois associée à d'autres techniques de rééducation un peu plus conventionnelles. Alors, pour conclure, en résumé, les progrès et l'évolution dans le domaine de la médecine physique ont considérablement amélioré les options de rééducation et de réadaptation qu'on pouvait proposer aux personnes qui souffrent de blessures, de handicap ou de pathologies chroniques. Et donc, c'est aux thérapeutes, aux médecins et à l'équipe pluridisciplinaire d'essayer d'adapter en fonction du patient, en fonction de sa pathologie, mais également en fonction de l'évolution de sa pathologie au cours du temps. Donc, c'est sûr qu'une technique de rééducation qui serait adaptée au début de la prise en charge ne le sera peut-être plus après 6 mois d'évolution, d'où l'intérêt des réunions pluridisciplinaires qu'on réalise de manière hebdomadaire pour essayer d'adapter au mieux les prises en charge rééducatives. Encore une fois, il y a un intérêt qui est notable dans l'association de plusieurs techniques de rééducation, non seulement d'un point de vue scientifique, mais également pour le patient, parce que ça peut présenter un certain degré de lassitude de faire de manière, je ne vais pas dire quotidienne, mais hebdomadaire, le même type d'exercice. Et donc ici, les prises en charge de type réalité virtuelle ont cet aspect assez ludique qui permet également de diversifier un petit peu la prise en charge chez les patients. Alors, malgré les avancées dans ces différents domaines, il y a beaucoup de techniques qui doivent encore être validées scientifiquement. À titre personnel, je trouve que c'est toujours intéressant d'envisager ce type de prise en charge quand elles sont non invasives et n'induisent pas de contraintes pour le patient en termes de douleur ou de fatigabilité. Donc, dans cette optique, c'est recommandé, comme je le disais, d'associer différentes approches thérapeutique en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire. Voilà un petit peu tout ce que je voulais vous dire et on répondra si vous voulez aux questions à la fin de la présentation de Monsieur Bertrand. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais quand même me représenter. Donc, je suis Olivier Bertrand. Je suis kinésithérapeute et acupuncteur au sein de la clinique du Val d'Or depuis plus ou moins 30 ans maintenant. Donc, j'ai vu passer certaines évolutions que vous avez vu passer là par la présentation du docteur Benmouna. Je vais essayer aujourd'hui de vous parler. Donc, je vais vous présenter un petit peu le service et notre réalité et notre actualité justement thérapeutique. C'est bien qu'il y a des avancées, mais là, je vais essayer de vous montrer ce que l'on fait, nous, au quotidien, dans nos services et l'évolution
qui est en route justement. Voilà. Notre clinique est composée de services en hospitalisation, donc de gériatrie, de services hospitalisation locomotrice et de neurologie. On a aussi un service ambulatoire qu'on appelait avant la physiothérapie, mais c'est un peu dépassé. Maintenant, c'est plutôt la médecine de revalidation fonctionnelle. C'est un peu plus large, c'est-à-dire que ici, au niveau du service, on a essayé de développer des prises en charge particulières avec des kinés qui vont utiliser des méthodes bien précises par rapport à des pathologies. Donc ici, dans le service, on essaye de faire on essaye pas, on fait une réunion pluridisciplinaire une fois par semaine avec les différents médecins dans les différents services, dans le service de rééducation fonctionnelle également, avec tous les, c'est pluridisciplinaire, donc tous les intervenants. Une fois, 3 à 4 fois par an, on fait des réunions scientifiques qui nous permettent de nous tenir au courant un peu des formations que toutes les thérapeutes font et des évolutions justement dont le docteur Bénin parle aussi. Et donc ça, on essaye de le faire 3 à 4 fois par an. Dans les prises en charge plutôt plus spécifiques, depuis quelques mois maintenant, on a un service de bandagerie et d'orthopédie qui passe 2 fois semaine pour justement prendre en charge l'appareillage de certains patients. Donc ça, c'est quelque chose justement qu'on vient de mettre en place. On a également un kiné qui est spécialisé dans la rééducation vestibulaire, voilà, qui va lui prendre plus en charge tout ce qui est problème de l'oreille interne en général. Et pour ça, il va utiliser notamment ce qu'on appelle un peu la boule à facettes, mais c'est ça. Donc il va mettre les gens en situation. Il travaille dans une pièce dans laquelle il peut s'isoler et mettre justement, donc là, cette boule à facettes, on va dire comme ça, se fait dans une pièce qui est sombre et il va stimuler et prendre en charge toutes ces personnes avec des troubles de l'équilibre. Mais avant ça, donc, forcément, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans ce domaine-là. Il y a toute une série de tests qui lui permettent de voir quels sont les canaux qui sont bloqués et autres. Donc voilà, ça c'est vraiment. Après, on a également une kiné qui s'est spécialisée dans la rééducation spécifique de l'épaule. Donc c'est vraiment quelqu'un qui suit certains chirurgiens très connus dans la rééducation de l'épaule et qui a vraiment développé cette expérience-là. Donc elle prend en charge tous les conflits de l'épaule en général. On a également... il est passé avant ? Ah, voilà. Donc ici, dans l'équipe pluridisciplinaire, forcément, on a une équipe composée de kinés, d'ergo, de logo et de neuropsychologues. C'est-à-dire que, par exemple, dans les prisons, on fait des prises en charge neuro, toutes ces personnes vont apporter leur expérience et on essaye, encore une fois, de mettre en évidence ce côté pluridisciplinaire. Donc tout ça pour dire qu'on essaie vraiment de faire du spécifique dans nos prises en charge. On a également une kiné spécialisée dans la rééducation périnéale qui utilise forcément tout un appareillage avec la possibilité de travailler avec des sondes qui vont lui permettre de faire des stimulations électriques, que ce soit stimulation musculaire ou antalgique, mais aussi elle travaille avec un biofeedback. Donc simplement la personne grâce aux sondes peut faire travailler son périnée et elle a l'objectif sur l'écran. Donc dans le service, on a aussi développé tout ce qui est rééducation post-chirurgicale, que ce soit en ortho, en neuro, tout ce qui est post-chirurgical, avec également l'intervention des ergothérapeutes, des kinés, les ergothérapeutes qui vont remettre les gens en situation. Donc il y a un local qui peut être utilisé pour une mise en situation.
On a aussi notre piscine, hein, où on va faire de l'hydrokinésithérapie avec une prise en charge individuelle ou en groupe. C'est-à-dire que on peut, dans les rééducations, que ce soit les personnes hospitalisées ou qui viennent de l'extérieur, faire des prises en charge de kiné avec donc l'intérêt de l'hydrothérapie, c'est le fait que l'eau soit à une température de plus ou moins 32-33 degrés, donc, et de pouvoir travailler en décharge. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, et notre piscine est relativement grande et permet de faire pas mal de choses. En groupe, depuis quelques mois maintenant, on a 4 sessions qui sont programmées, où là, on oriente plus les personnes avec des douleurs chroniques, style fibromyalgie par exemple, et là, on a vraiment des prises en charge en groupe. Dans notre service, on a aussi la possibilité de faire des ondes de choc, où on va traiter, donc ce sont des ondes de choc radiales, où on va traiter toutes les pathologies telles que fasciite plantaire, tendinopathie et autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que l'on pratique de manière courante. On a la possibilité d'orienter nos patients vers 2 ostéopathes également, donc dans les prises en charge, quand ça se manifeste et qu'on peut orienter vers donc par exemple dans les lombalgies, je prends un exemple, où on a parfois des blocages, on peut envisager, grâce à la discussion qu'on a entre nous, envoyer chez les ostéopathes. Également, on peut envoyer chez l'acupuncteur dans tout ce qui est plutôt douleurs chroniques et autres. Donc, on a également un service de relaxation et d'auto-hypnose, où là, on va plutôt envoyer, encore une fois, les personnes avec des douleurs chroniques ou en situation de stress. Ça se sert. Donc ici, dans la conclusion, c'est peut-être un peu rapide, mais ça veut dire qu'on a pu développer, nous, dans notre service de revalidation, plein de spécificités en fonction des pathologies que l'on avait à traiter. Moi, quand j'ai commencé la physiothérapie, comme on l'appelait avant, on utilisait énormément d'appareillage, on avait tendance à faire du systémique et de traiter un peu les pathologies de la même manière. Et depuis voilà, quelques années, avec le coordinateur, avec les médecins spécialisés, on a justement essayé de cibler et d'être un peu plus précis dans la prise en charge des diverses pathologies auxquelles on avait affaire. Par rapport aux nouvelles technologies, que ce soit la réalité virtuelle ou l'intelligence artificielle, ce sont des choses qui vont s'imposer à nous dans nos métiers. Moi, je pense qu'il faut leur laisser une place qui sera dirigée et maîtrisée, parce que je pense que la place du thérapeute est toujours avoir une relation humaine, et donc on doit les utiliser, ça doit être des outils et des adjuvants. Il ne faut jamais oublier que, en tout cas pour la kinésithérapie, c'est toujours l'art de soigner par les mains. Donc on doit être à l'écoute de l'évolution et l'intégrer dans tous nos traitements, mais lui laisser la place qu'elle doit avoir et pas s'en remettre à elle, et ne plus avoir, on doit toujours avoir une objectivité par rapport à ces nouvelles technologies qui sont intéressantes et qu'on utilisera certainement dans un futur proche. Voilà, je voulais vous présenter un petit peu tout ce service et tout ce que l'on fait ici, à la suite de peut-être ce qu'on fera plus tard, dont le docteur Menouna vous a parlé. Merci. On vous attend pour vos réponses, vos questions, pardon. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui. J'avais une question pour Karine sur les TDC. Donc, merci pour l'exposé, c'est très intéressant. Et pour les TDC, donc, il y a une dizaine d'années, dans les rééducations neurologiques, on disait qu'il fallait inhiber l'hémisphère sain. Et donc, je faisais ça très bien avec les RTMS. Et est-ce qu'avec le TDC, tu arrives aussi à le faire?
Donc la question c'est... Avec la TDCS, tu peux inhiber l'hémisphère sain dans les pathologies comme les strokes et si ça fonctionne. Donc pour les gens qui sont en distanciel, la question qui est posée, c'est de savoir si on peut utiliser la TDCS comme la RTMS pour inhiber un hémisphère ou certaines régions cérébrales qui pourraient avoir un rôle antagoniste ou néfaste dans la revalidation. Merci Bruno. C'est vrai que j'ai été assez succinct sur la description de la TDCS pour pas rentrer de trop dans les détails, mais il y a différents types de courants et de protocoles au niveau de la modulation des électrodes et on peut effectivement envisager une stimulation ou une inhibition avec des interactions alors interhémisphériques. C'est plus dans ce sens-là où on va essayer de rééquilibrer une balance quand il y a une interaction interhémisphérique qui est prédominante sur l'hémisphère lésé. Voilà, je t'avoue que vu qu'on n'a pas la machine ici, je ne connais pas les protocoles et les paramètres exacts d'utilisation. Mais à l'époque, j'avais surtout collaboré avec Steve Bornheim qui a fait sa thèse de doctorat là-dedans et qui l'utilise régulièrement. Et donc, il avait essayé justement de moduler un petit peu tous les paramètres pour voir un petit peu ceux qui montrent le plus d'efficacité. Et aussi, ce qu'on peut rajouter, c'est que la TDC, c'est un effet qui est quand même beaucoup moins, enfin, c'est un effet moins marqué, je veux dire, que la TMS, qui est vraiment quelque chose qui est un effet vraiment plus puissant, quoi. C'est vraiment inhiber ou stimuler puissamment des régions bien précises. Donc, la TDC, c'est plus discret, un petit peu plus diffus. C'est plus une stimulation qu'une inhibition ou une activation, quoi. Moi, j'ai une autre question. Pour ce qui est donc toutes ces techniques qui sont intéressantes, notamment ici la stimulation transcrânienne, la TDCS, la TMS, etc. Est-ce qu'il y a des codes de facturation pour ça se facture, ou alors ça doit rentrer dans la prise en charge d'un K60 ou d'une convention de revalidation? Bonne question. Vu que toutes ces techniques ne sont pas spécifiquement validées, généralement on les intègre alors dans les prises en charge rééducatives classiques en essayant de les associer. Et donc c'est pour ça que je disais justement par rapport aux appareillages, c'est sûr qu'il y a beaucoup de techniques qui sont séduisantes en termes de robotique ou d'exosquelette, mais qui sont relativement chronophages et qui demandent l'intervention de plusieurs thérapeutes. C'est vrai que malheureusement on est souvent limité par ces possibilités au niveau temps et également au niveau facturation. Malheureusement, il faut en parler aussi parce que c'est des dispositifs qui coûtent cher. La TDCS et les autres techniques de rééducation dont j'ai parlé, comme la réalité virtuelle, ici, généralement, sont inclus dans les prises en charge rééducatives classiques. Donc, il n'y a pas de surtarification pour les patients qui en bénéficient. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres interventions? En distanciel, il n'y a pas de questions? Si. Est-ce les kinés ou médecins qui utilisent ces appareils TDCS? C'est une bonne question. Est-ce que ce sont les kinés ou les médecins qui manipulent ces appareils-là au quotidien? Pour reprendre de manière un petit peu historique par rapport aux ondes de choc, par exemple, initialement, c'était les médecins qui les faisaient et maintenant, il y a beaucoup d'actes confiés, notamment dans ces différentes techniques de rééducation. Mais comme je le signalais précédemment, généralement, ça se décide en équipe pluridisciplinaire. Donc, les protocoles de traitement, que ce soit pour la TDCS, les ondes de choc, la réalité virtuelle, ça se fait toujours sur prescription médicale, mais la plupart du temps, c'est le kiné qui réalise ce type de traitement. Maintenant, ici, par exemple, dans le service, les bureaux médicaux sont juste à côté des salles de rééducation, donc on est régulièrement présent pour essayer d'adapter un petit peu quand c'est nécessaire ou intervenir quand il faut, quand il y a des questions. Donc c'est sûr qu'ici, au niveau des actualités thérapeutiques, on pouvait s'étendre sur tout un tas de traitements qui soient pharmaceutiques ou de traitements de rééducation qui ont l'air prometteurs, mais malheureusement, on est quand même souvent victime d'effets de mode avec une technique qu'on nous vante comme étant la technique révolutionnaire, mais qui malheureusement, 4-5 ans après, on n'en entend plus trop parler. Donc il faut essayer de
prendre un petit peu de la distance et d'avoir un esprit critique par rapport à tout ceci. Donc, je me suis peut-être un petit peu plus attardé sur tout ce qui était réalité virtuelle et intelligence artificielle, parce que je suis persuadé qu'il faut prendre le train en marche, parce qu'on voit que c'est utilisé dans tout un tas de domaines et pas uniquement dans le domaine médical, qu'il faut quand même bien maîtriser la chose pour ne pas qu'on se retrouve dans un mauvais film de science-fiction à avoir progressivement des intelligences artificielles ou des machines qui vont remplacer la pertinence du jugement médical et des thérapeutes dans le cadre de la prise en charge des patients. Moi, j'ai une petite question un peu iconoclaste, si tu me permets. Est-ce que finalement, si je lis apporte les lignes de vos deux interventions, donc à part peut-être pour la réalité virtuelle, parce que ça offre, je vais dire, notamment pour les troubles cognitifs, la possibilité d'évoluer dans un environnement différent, etc. Par exemple, de recréer l'environnement vraiment du patient chez lui, etc. Donc ça a vraiment une plus-value. Mais est-ce que finalement, toutes ces les exosquelettes, etc. Est-ce que finalement, puisque finalement il n'y a pas vraiment on travaille quand même dans le contexte de la médecine basée sur les preuves, et étant donné que c'est difficile d'établir un vrai rationnel en termes de plus-value, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Est-ce que finalement ça vaut la peine, puisque jusqu'à maintenant et les éléments les plus empiriques qu'on a, c'est qu'en fait ce qui compte, c'est le temps passé avec le patient, le temps passé avec les thérapeutes, et d'adapter au maximum aux besoins du patient. Est-ce que tous ces trucs-là sont vraiment utiles et nécessaires, parce qu'on voit qu'il y a des centres où ils investissent. Par exemple, il y a un centre à Anvers, un centre de Reva qui est assez connu, le nom m'échappe, mais ils ont un exosquelette. Alors les gens, ils sont tout contents parce qu'ils voient l'exosquelette, etc. Mais est-ce que c'est pas finalement des ressources qui sont gaspillées et qui pourraient être investies ailleurs? Gaspiller, personnellement, je ne pense pas, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des avancées technologiques comme ça qui permettent d'améliorer l'autonomie et le niveau fonctionnel des patients. La seule réserve que je mettrais par rapport à ça, évidemment, c'est le fait que c'est des aides qui sont assez onéreuses, et donc les patients vont peut-être en bénéficier durant leur séance de rééducation, mais malheureusement, quand ils vont revenir chez eux, ils seront confrontés à la réalité de leur environnement, qui malheureusement ne leur permettra pas d'utiliser des exosquelettes pour faire à manger ou pour se déplacer de manière autonome. Donc moi, c'est plus par rapport à ça que j'émets des réserves, comme je le disais. Donc tant que ce type d'appareillage ne s'est pas démocratisé en termes de prix et d'utilisation, c'est sûr que je pense qu'il vaut mieux cibler les prises en charge et le temps qu'on passe avec le patient lui-même à faire de la rééducation active et manuelle, éventuellement s'aider alors de ce type d'aide comme la réalité virtuelle, mais par rapport aux appareillages plus conséquents, oui, ça reste quand même encore limité plus par rapport à ça. Oui. J'avais une expérience, peut-être que je ne parle pas jamais de la prose, mais moi, les gens qui sont amputés et qui ont, par exemple, des prothèses très chic, ils disent qu'il ne faut pas commencer par ça, il faut commencer par des trucs très simples, comme quand on apprend à conduire, il vaut mieux commencer avec une Dacia, il faut commencer par une Ferrari. Parce que sinon, on est perdu. Donc, ils disent, moi, je préfère commencer par une simple, et puis si ça va bien, augmenter progressivement. Et aller dans les points dont tu montres ici le bras articulé. Ouais. Ils disent, nous, on n'a pas eu envie de commencer par le bras articulé, parce qu'on aurait été perdu avec ça. Ouais. Je sais pas si tu as des expériences de ça. Ouais, c'est difficile parce que ça dépend aussi l'objectif des patients. Ici, en ayant quand même vu pas mal de patients par rapport aux validations pour la Ligue handisport, il y a beaucoup d'argent derrière. Donc, c'est vrai que dans les patients plus jeunes qui ont été amputés, ils ont tout de suite envie d'avoir la meilleure prothèse. Et donc, c'est vrai que par rapport aux avancées technologiques au niveau des différents types de matériaux, ils vont avoir des prothèses qui vont parfois leur permettre de faire même de meilleures performances que certaines personnes qui n'ont pas de handicap. Donc il y a différents aspects là-dessous. Donc je tiendrai pas le même discours avec un jeune qui veut s'inscrire à la Ligue handisport qu'avec une personne de 60 ans qui a envie d'une prothèse pour continuer d'avoir une vie sociale et des interactions familiales ou sociales comme il avait auparavant, quoi. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Je refuserais jamais à un jeune qui était sportif et qui malheureusement a eu une amputation d'avoir d'emblée la meilleure prothèse qui soit. Voilà.
Ouais. Ça prête à débat, hein. Ça c'est sûr que surtout quand on voit l'argent parfois qui est mis derrière pour certaines prothèses ou appareillages, quoi. Ouais. D'autres remarques, d'autres questions? Moi, je me posais la question. Bon, ici, vous travaillez quand même pas mal avec des patients gériatriques et autres, donc qui ont quand même déjà un certain âge, qui sont des années peut-être 40 ou légèrement après. Et c'est pas un peu comment ils acceptent justement ce type de prise en charge qui sont très particulières et qui ne sont pas peut-être de leur génération au départ. Donc, comme tu disais maintenant, les personnes les plus jeunes ont tendance à aller vers la nouvelle technologie. Comment réagissent les personnes plus âgées? Donc la question de Monsieur Mackay ici, c'était de voir un petit peu si la population des patients qu'on avait ici, qui était généralement une population gériatrique, arrivait à s'habituer un petit peu à ces avancées technologiques et thérapeutiques. C'est une bonne question. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un certain gap entre l'évolution de la technologie et certaines habitudes que des personnes gériatriques pouvaient avoir. Mais étonnamment, ils s'y font quand même assez facilement. Alors, on n'a pas encore le casque de réalité virtuelle, on l'aura bientôt, donc on pourra répondre plus facilement à cette question-là une fois qu'on l'aura essayé avec des personnes gériatriques. Mais je ne pense pas que l'âge soit une barrière. Maintenant, ça dépend aussi un petit peu de ce qu'on entend par l'utilisation des avancées technologiques, parce que c'est sûr que ici, le casque de réalité virtuelle, comme je le disais, c'est un plus dans le traitement pluridisciplinaire, et ça se fait toujours accompagné d'un thérapeute qui va guider le patient. Et donc, il y a aussi tout ce qui est réalité virtuelle immersive et non immersive. Donc, il y a aussi d'autres alternatives qu'on peut envisager et qui sont moins peut-être déroutantes pour ces personnes-là. Mais c'est sûr qu'il faut un certain degré de tolérance. Mais ça, même des personnes jeunes, des fois, n'arrivent pas à s'y faire aux prises en charge avec réalité virtuelle. Ça peut être un peu perturbant. Ici, quand on l'avait testé, c'était des kinés qui l'avaient essayé. Ils avaient parfois un petit peu difficile au début parce que c'est vrai c'est des repères qui sont totalement différents, mais je pense pas que ce soit un frein, mais c'est vrai qu'il faut en tenir compte. D'où l'intérêt de faire ça en équipe pluridisciplinaire pour essayer d'adapter et d'accompagner au mieux la prise en charge. C'est une bonne question, oui, effectivement. En tout cas, avec le casque on n'a pas encore le casque de réalité virtuelle pour la revalidation. Par contre, on en a un pour tout ce qui est relaxation, antalgie, etc. Et ça ne pose pas de problème aux personnes plus âgées, qui sont la majorité des patients ici. Ça se passe plutôt bien. Et ces casques-là sont bien utilisés. Oui, on a aussi avec la psychogériatrie. Donc ça se passe bien. C'est comme toute personne. Il faut supporter la 3D. Ouais. Voilà. Oui, alors ça c'est les effets physiques alors à ce moment-là, et c'est vrai que ça se pose aussi pour les gens qui jouent avec des casques de réalité virtuelle. Ça peut chez certaines personnes plus chez d'autres donner des nausées, des espèces de sensations parfois un peu vertigineuses, parfois des maux de tête, etc. Mais oui, ça c'est les réactions physiques. Ça, elles sont dépendantes du métabolisme et de la physiologie de chacun. On a vraiment vu l'évolution au cours des dernières années où différents congrès, il y a toujours des stands avec les différentes firmes qui proposent leurs produits. Et en termes de techniques de rééducation, dans les différents congrès, ici, il y a minimum 4-5 stands sur la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Donc, c'est ça que je pense que ici, vu que c'est en développement et que ça touche un petit peu tous les domaines et pas que le domaine des soins de santé, il faut essayer de s'adapter au plus vite pour essayer d'intégrer ça dans nos prises en charge. Bien. Deux questions. Céline qui demande une question concernant la prise en charge en relaxation auto-hypnose. Est-ce que c'est en individuel ou en groupe? Et pour savoir comment est-ce que ça se passe si on l'adresse de l'extérieur, je suppose que les patients doivent être revus avant. Donc ça, c'est une question très précise qui porte sur la prise en charge de relaxation en hypnose. Est-ce que c'est individuel, collectif, et comment est-ce qu'on fait pour adresser les patients en pratique? Donc ici, généralement, les techniques de rééducation et de relaxation sont réalisées de manière individuelle. Et c'est sur prescription d'un médecin spécialiste, donc ça dépend un petit peu qui réfère le patient et dans quelles conditions.
Alors, généralement, quand on a une prescription qui vient de l'extérieur, on en rediscute en équipe. On n'oblige pas à chaque fois le patient à revoir un médecin, mais généralement, la kinésithérapeute qui s'occupe de ce type de prise en charge-là contacte directement le patient pour voir un petit peu avec le patient comment s'organiser. Et alors, est-ce que l'exosquelette ne soulagerait pas la manutention du kiné lorsque l'on commence à tester la marche? Je n'ai jamais vu cet appareil dans la réalité. Tous nos kinés sont très costauds dans le service, donc ça ne pose pas de problème. Non, mais honnêtement, pour en avoir déjà vu et utilisé, au niveau de l'installation du patient, c'est pas évident. Parce que généralement, ces exosquelettes sont utilisés avec des patients qui sont paraplégiques, tétraplégiques ou tétraparétiques. Et ça demande quand même pas mal d'efforts physiques et humains. On ne sait pas le faire tout seul, ou alors c'est très compliqué. Donc, généralement, il faut plusieurs thérapeutes, au minimum 2. Et c'est des exosquelettes qui sont quand même relativement lourds. Donc, c'est pas toujours évident. Je ne pense pas que l'exosquelette en lui-même facilitera la tâche du kiné. Enfin, tu me détrompes, Olivier, si... Non. Comme je disais, c'est vrai que c'est séduisant parce que ça peut grandement améliorer l'autonomie du patient, notamment les patients tétraparétiques, mais ça demande tellement d'investissement en termes de personnes pour installer le dispositif qu'au final, je ne pense pas que les personnes pourraient en avoir l'utilité dans la vie quotidienne, d'autant plus que c'est des dispositifs qui coûtent très cher et qui ne sont pas remboursés. Ce qu'il y a, c'est qu'on retombe dans le problème que j'évoquais tantôt, c'est-à-dire que la séance de kiné, elle va durer quoi, une demi-heure, quelque chose comme ça. En une demi-heure, vous installez votre patient dans l'exosquelette, et puis après, pour avancer, que vous allez l'installer dans l'exosquelette et que toute sa journée, il va vivre dans l'exosquelette. Les kinés doivent rester avec lui, ou les ergos, etc., doivent rester avec lui pendant. Et puis en plus, l'appareillage en lui-même pose aussi parfois des problèmes de tolérance à certains patients, notamment des problèmes d'hypotension, de choses comme ça, puisque c'est des patients qui fatalement sont difficiles à verticaliser, qu'on verticalise, donc il y a tout ce travail-là aussi. Donc ça ne fait pas nécessairement gagner du temps à l'équipe et ça ne les dispense pas non plus de certains efforts. Donc ça peut, dans certains cas très spécifiques et bien choisis, être intéressant, mais voilà, c'est vraiment des trucs très spécifiques et au cas par cas. Je veux dire, c'est pas intéressant d'avoir ça pour tous les patients en disant on achète un exosquelette et tout le monde va dans l'exosquelette. C'est pas. Ouais, tout à fait. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Oui. Ok, d'autres interventions, questions? Il ne reste qu'à vous remercier pour votre intervention parce que elle souligne quand même à une période où les moyens manquent à peu près partout dans le système de santé, où les ressources humaines manquent à peu près partout dans le système de santé et où on voudrait peut-être parfois croire ou en tout cas tomber dans le mirage qu'il y a un excès une abondance de technologies et de dispositifs pourrait remplacer la présence humaine et le contact humain. Je pense que c'est important de rappeler que ce qui reste encore important maintenant, quand on soigne quelqu'un, c'est vrai en médecine physique et de réadaptation, c'est vrai dans d'autres domaines. Ce qui compte, c'est le temps qu'on passe avec le patient. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on ne pourra jamais se dispenser. Mon maître Gustave Mounen disait toujours, la médecine, c'est l'histoire d'un gars qui va trouver un autre gars pour savoir si c'est grave. Et je pense que ça ne changera jamais. Et c'est ce qui fait que notre métier, à toutes et à tous, est aussi spécifique. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à prendre le verre de l'amitié et une petite collation à la cafétéria. Merci.